Bonjour Régis Marquand. Bonjour Eric. Merci de nous recevoir. On est dans le petit salon, normalement fermé, de la Chanterelle, qui est votre boulangerie à Saint-Bonnet-le-Froid. On est à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, juste à la limite de l'Ardèche. Oui, tout de suite en face. Si on se tourne, là, on voit les bois qui descendent sur l'Ardèche. La question, la première et la plus simple en cette période de confinement et de Covid, comment allez-vous et comment va les restaurants Régis Marquand? Disons que je vais pour le mieux parce que je suis d'un naturel optimiste. Forcément, c'est compliqué. C'était d'autant plus compliqué que c'était la deuxième vague. On ne voulait plus l'attendre. On ne la voulait plus et donc c'est difficile. Mais ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est mes collaborateurs. Parce que je sens une certaine lassitude, une genre de psychose qui fait qu'on s'interroge beaucoup. Et on ne sait même plus si début décembre va ouvrir. Donc il faut gérer ça. Notre morale, mais surtout celui de nos collaborateurs. En fait, c'est une gestion de l'inconnu, j'ai l'impression. Oui, oui. Et puis tout s'embrouille un peu dans notre tête parce que être optimiste, c'est quoi? C'est faire des projets. Et comme on n'a pas trop, voilà, on se. Mais pourquoi je suis optimiste en fait, c'est que dès la première, au premier confinement, ça m'a permis de prendre certaines décisions qui, avec le recul, je me dis, tiens, c'était plutôt bien. Pour nos auditeurs, nos spectateurs des 5e rencontres régionales de la restauration de Centre Val-de-Loire, on va juste recadrer un petit peu. Vous êtes vraiment dans votre pays. En fait, le restaurant du départ, c'est le restaurant de votre maman, Régis. Oui, ma mère a repris, c'était un petit café, hein, en fait, un poste à essence bar. J'aime bien le dire parce que c'est peut-être pour donner du courage à certains qui s'installent dans les petits villages où c'est jamais facile au départ. Et puis petit à petit, avec le travail, avec l'acharnement, on peut mettre ce qu'on veut comme objectif, on arrive à s'en sortir et à faire revivre un village. Je ne prétends pas faire revivre ce village, mais je fais partie d'un des maillons de la chaîne de ce village qui fait qu'en s'aidant bien, je crois beaucoup à ce qui est collectif, on arrive à justement faire repartir une énergie, surtout une activité économique. Mais la fratrie Marquand est importante à Saint-Bonnet. Forcément, de 240 habitants, nous étions 7 enfants, donc forcément, ils sont restés un peu par là. Mais je dois pouvoir quand même te dire quelque chose, Eric, qui est, à mon avis, important. Dans mon éducation avec mes parents, j'ai perdu mon père très tôt, c'était en famille, quand on était ensemble, c'était on vous fait faire une situation, on vous donne une situation à l'école pour foutre le camp d'ici. Ça veut dire que Saint-Bonnet-le-Froid était vécu par mes parents comme un lieu hostile, difficile, même si c'était leur origine. C'était l'époque de l'Exode, on allait vers les villes, pour le côté économique. Et puis on est quand même ici dans un climat qui n'est pas facile. Ce n'est pas station de ski, nous sommes à 1200 mètres d'altitude, donc on ne bénéficie pas de tout ce qui est aspect touristique en hiver. Et on appelle d'ailleurs, quand on regarde les livres, la mauvaise saison. Donc c'est toujours des moments difficiles. Et les 7 enfants sont restés au pays et ont contribué, chacun à leur façon, à leur manière, à faire revivre ce village. Le restaurant que tenait votre maman, c'était vraiment une auberge de campagne. On s'arrêtait, on avait un plat du jour. C'était je me souviens, moi, je me suis baladé dans le pays à la fin des années 70. C'était un repas pour une dizaine de francs. Ah oui, oui, non, mais même quand j'ai repris, hein, quand on regarde maintenant, bon, sans parler cumulé avec l'euro, etc., c'était ma mère, voilà, c'était la générosité même. Hein. C'était les journées de travail qui faisaient qu'on arrivait. Pour elle, ce qui était important, c'était faire vivre sa famille avant tout. Mais qu'est-ce qui vous toque, à vous, Régis Marquand, et à votre épouse, de dire on va faire quelque chose ici, dans ce pays qu'on pourrait presque dire de perdu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les motivations? C'est un mélange de tout. Et je suis content que tu me poses la question parce que ça a conditionné tout notre travail ici, la réussite, je ne sais pas ce qu'on peut appeler la réussite, bien sûr, si. Forcément, oui. Mais en même temps, c'est des messages qu'on peut faire passer, que moi j'ai reçus d'autres aussi. C'est quoi? C'est en fait, je reprends l'activité ici en 79. D'abord, en traînant un peu les pieds, parce que j'étais à la fois moniteur de ski, cuisinier, etc. Et voilà, reprendre à Saint-Bonnet, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Surtout, je l'ai fait parce que ma maman n'était pas en forme, elle n'était pas très bien. Donc c'était viscéral pour elle qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. On a repris avec mon épouse. Et là, pour répondre à ta question, c'est ça qui est important. Il y a eu un petit cheminement qui fait que
Au départ, c'était, je nourrissais, je dis nourrir, hein, mais en même temps le mieux possible, les ouvriers la semaine. Qui peut être noble, c'est très Ah, noble. tout à fait, et ça j'y tiens. Et le dimanche, des salles pleines, de la famille, etc. Parce que voilà, il fallait vivre, hein, s'en sortir, et des hivers très longs. Et à un moment, c'est ce métier, je lui dois beaucoup, ce métier de la cuisine, comme ça aurait pu être un autre métier. Ce métier m'a pas obligé, m'a invité, je dirais, à aller voir la nature environnante. Je suis curieux de nature, il faut l'être quand on est cuisinier. En même temps, je me suis battu en allant faire des concours de cuisine, puisque j'étais autodidacte, j'avais besoin pas de me confronter, mais de m'évaluer par rapport à ça. Et ce contact, j'y reviens à la nature, s'intéresser aux herbes, j'en connaissais quelques-unes, mais ce n'était pas forcément dans mon éducation. S'intéresser aux champignons, ici on en a toujours intéressé, mais on n'avait qu'une culture de 4 ou 5 champignons. Vous rencontrez des spécialistes, des mycologues, des botanistes, etc., qui d'abord vous disent c'est beau chez vous, il y a une diversité formidable. Ils vous font connaître des espèces de champignons, de variétés d'herbes, etc. Tout doucement, votre cuisine, elle prend du sens. Elle intervient dans le schéma de votre territoire. Et là-dessus, bingo, des guides commencent à parler de votre cuisine. C'est des petits articles qui, à la fois, vous encouragent et vous disent, mais finalement, cette cuisine qui nourrit, c'est là que ma cuisine a vraiment évolué, parce que cette cuisine, je l'ai pris, j'ai essayé de la faire le mieux possible, ça fait partie de notre métier, mais avec les ingrédients qu'on trouve autour, elle prend du sens, elle devient votre propre cuisine que vous faites vivre aux gens. Je crois que c'est ça, finalement, la clé de la réussite. Est-ce que ça ne veut pas dire que en fait, le travail de cuisinier, ce n'est pas seulement la maîtrise de la technique de la cuisine, de la gestion du restaurant, c'est une prise en compte de la connaissance et du savoir-faire que l'on peut trouver sur place, et que ça a forcément une valeur, et que si c'est bien fait, ça devient quelque chose qui est remarquable, où on va avoir envie de venir goûter. C'est le fondement d'une société, tout simplement. Moi, je m'intéresse beaucoup à la formation. On voit une jeunesse qui arrive. Et moi, ce qui m'intéresse, on peut dire, tiens, ils sont moins vaillants. Non, peut-être. Mais on a une jeunesse qui arrive qui veut donner du sens. On ne peut plus vivre comme avant, avec des codes. C'est comme ça, on ne discute pas. Il fallait peut-être passer par là. Mais cette jeunesse qui arrive, moi, me donne beaucoup d'optimisme parce qu'elle veut du sens. C'est-à-dire, on monte une technique, mais il faut expliquer pourquoi. On monte tel produit, mais il faut expliquer comment il vit. Je le vois, je le vis avec les enfants de l'école en ce moment. On leur montre la tomate, on leur explique d'où elle vient, tel pays, quel cheminement elle a eu. Ça a du sens. Je reviens à ce cheminement ici. À un moment, j'ai senti que j'étais cuisinier. Mais ça allait au-delà de ça. Ça allait au-delà de faire connaître ma région, d'y donner une certaine personnalité, etc. Et ça vous donne une énergie incroyable. Tu te rends compte, Eric, j'ai 64 ans. Je me suis toujours dit, à connaître mes anciens cuisiniers du secteur, je vais finir, on va acheter une petite maison pour être tranquille. J'ai jamais eu autant envie de faire la cuisine. J'ai jamais eu autant de découvrir la nature. Ça m'effraie pas, au contraire. Je dis, wow, ça me tient en forme, d'une part, mais c'est tellement passionnant. Je sens une grosse notion, et je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous, Régis, c'est cette notion de transmission, qui est un peu un mot valise où on peut mettre plein de choses. Mais vous êtes à la fois dans une transmission en cherchant à acquérir le savoir, en cherchant à le partager. Vous éditez énormément de livres pour essayer de partager ce travail. Il y a Jacques, votre fils, qui aujourd'hui mène... il n'est pas tout seul. Non, mais il y a Jacques. Mais il y a aussi ceux qui vous ont aidé dans la région. Je pense, parce qu'on en a parlé, à un vieux cuisinier de la Haute-Loire qui s'appelait Paul Chambon, qui est un personnage qui faisait une cuisine plutôt des années 60. Mais ces gens-là, tout cet univers-là, c'est quelque chose d'important pour vous ? On ne peut pas renier son histoire. Ce n'est pas histoire de renier son histoire, mais on doit s'inspirer de ça. D'abord, viscéralement, quand vous faites un métier ou que vous vivez quelque chose, c'est peut-être pas spécialement un métier, vous vivez quelque chose qui vous plaît, qui vous habite, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'on ne puisse pas le partager. Ou alors on l'habite mal, parce qu'on va s'accaparer des choses, des techniques. Non. Et ça, c'est l'intérêt. Donc ça, c'est tout
le fondement de ce que peut être la transmission. Parce que la transmission, on peut la mettre à tous les adjectifs, à toutes les personnes différentes. Quand je transmets l'entreprise à mon fils, elle est différente que quand je transmets un savoir à un apprenti. C'est complètement différent. Et ça, à partir de là, vous donnez le maximum. Et c'est ce qui fait votre travail de tous les jours. Partagez. Jacques, votre fils, il vous appelle tout le temps, vous êtes toujours à côté de lui ou vous le laissez naviguer seul? C'est une question qu'on pose sans arrêt. Je vous taquine. Mais c'est normal. Et beaucoup de papas me la posent. Des mamans peut-être un peu moins. Alors comment ça se passe avec votre fils? Parce que ça veut dire que partout, a fait, c'est un père. Je ne dis pas que c'est compliqué, mais il y a une histoire et on transmet. L'erreur peut-être quelquefois, c'est d'un père de dire mais je transmets cette histoire, mais j'ai envie qu'elle se répète telle que je l'ai voulu. Ah non, c'est pas si facile que ça. Parce que forcément, votre fils peut peut-être avoir les mêmes, mais pas obligé. Et je pense que le plus difficile, et je dirais ce qu'il faut le mieux réussir, c'est un conseil tout en me regardant, c'est de laisser cette certaine liberté à ses fils, parce que moi j'en ai 3 quand même, qui sont avec moi, de pouvoir s'épanouir eux aussi, parce que tu te rends compte. Et souvent j'ai eu des gens qui me disent « Ouais, mais votre fils, il a de la chance. » Je dis « je ne sais pas si vraiment il a de la chance. » Parce que moi, je suis arrivé, j'avais une page blanche à écrire, quoique les difficultés, etc. Donc, j'avais une certaine liberté. Ma mère me conseillait de temps en temps, mais comme elle n'avait pas, je dirais pas mon niveau de cuisine, mais c'était différent. Donc c'était un peu différent, même si elle m'a transmis beaucoup. Non, et forcément, avec son fils, c'est un petit peu plus compliqué. Ça chauffe un peu parfois. Et ça chauffe un peu parfois. Et bon, oui. Mais en même temps, si on veut aller sur un autre terrain, la transmission avec son fils, ça passe par une chose qui me paraît évidente et importante, sur laquelle nous, Jacques et moi, on s'est toujours rattachés, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est pas « je veux que tu sois comme ça ». L'amour, je veux que tu sois heureux. C'est tout à fait différent. Et c'est souvent, quand il y a eu de l'explosion entre nous, de dire « Attends, qu'est-ce qu'on veut? Où on va ?» Et on est capable de se poser des questions essentielles. Ce n'est pas de rester sur un conflit, sur un détail. Et ça me paraît important. Maintenant, j'aimerais faire une référence sur la question de transmission, sur les anciens. C'est mon parcours aussi. Alors que je ne voulais pas faire de la cuisine, j'avais tellement vu ma mère, je dirais, pleurer au fourneau, parce que c'était extrêmement difficile pour elle. Elle avait perdu son mari, etc. On était 7 de famille. Et donc, ça ne me donnait pas envie de faire ce métier. Même si j'aimais bien servir, j'aimais bien cette ambiance, il faut le reconnaître. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'école hôtelière contre mon gré, et j'ai rencontré un chef de cuisine qui, par sa façon d'être avec nous, sa façon de se comporter, sa façon de nous expliquer, sa pédagogie m'a donné vraiment envie de faire la cuisine. Ça a été un déclic en quelques heures. Et ça, c'est important. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi toutes les clés d'une bonne transmission, d'une bonne formation dans les métiers. Souvent, on peut passer d'un côté ou d'autre par la première personne qui va vous aborder pour vous faire découvrir le métier. On peut être autant dans le négatif que dans le positif. Un prof, un maître d'apprentissage doit prendre la main en fait des jeunes qui arrivent et leur dire viens, ouais, ça peut être passionnant. Bien sûr. Et ça, c'est un déclic. Ah oui, pour moi, ça a été un déclic en tout cas. On dit qu'aujourd'hui, il y a entre 60 000 et 100 000 postes qui sont vacants dans l'hôtellerie-restauration, si je ne me trompe pas. Alors, c'est complètement bouleversé en ce moment, forcément. Oui. J'ai travaillé sur le sujet, il n'y a même pas besoin de beaucoup travailler sur le sujet, on le voit autour de soi comment ça se passe. Un mode de vie qui, nous, en hôtellerie-restauration, on a quand même un peu comme les infirmières, on peut dire aussi un monde un petit peu à part, où on est en déphasage avec, je dirais, ce qui fait la vie de la société, où on se reposerait le vendredi, samedi, dimanche, ou le samedi, dimanche. Donc nous, on est dans les autres cases, donc il faut s'habituer à ça. Il y a en restauration, vous avez quand même un service le midi, un service du soir. Donc il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Et beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier lâchent à un moment ou à un autre, parce que voilà, c'est compliqué. Et des fois vont vers la collective. Tant mieux pour la collective aussi. Qui est un vrai métier, qui est un métier important. Moi, on est dans le même bateau, de toute façon.
Vous avez un macaron vert. C'est une nouvelle distinction. C'est le guide Michelin qui remet ça aux restaurants qui sont engagés dans un propos d'économie durable, de conscience du milieu et de la nature. C'est normal qu'un 3 étoiles soit macaron vert, non? Ah oui, c'est normal. Oui. Je peux que dire oui. Oui. Je peux Mais ça veut dire quoi pour vous, en fait, pratiquement? Macaron vert, c'est aussi un engagement. Ici, on ne pouvait pas faire autrement. Dans cette nature, je dirais, assez préservée ici à Saint-Bonnet-le-Froid, on vit vraiment avec la nature, on est au contact avec la nature. Ce qui fait que tout ce que j'ai pu faire comme aménagement, ça c'est important aussi, mais aussi, ça fait partie aussi, je pense, avec toute modestie, de notre éducation aussi. Moi, ma mère m'a transmis peu de recettes, mais m'a transmis, j'en suis même maniaque peut-être maintenant, on ne jette rien, on ne gaspille pas. Et ça, je pense qu'il faut se raccrocher à ça. Forcément, le macaron vert, comme tout concours, je crois, parce qu'on pose souvent la question comment on pourrait donner de l'énergie à telle opération. Le concours n'est pas la panacée, mais ça fait partie des moments dans la vie qui fait que des gens sont mis à l'honneur et ça crée un challenge. Moi, je vois pour le Bocuse d'Or, je donne un exemple. Pour le Bocuse d'Or, j'ai mis en place, il y a 6 ans, je crois, même plus, ça n'existait pas, un jury cuisine pour délimiter l'organisation, le travail du cuisinier et le gaspillage. Et quand on regarde maintenant le niveau technique des équipes, organisation, gaspillage, etc., qui est arrivé à un niveau tellement important. Alors pour en revenir justement à cette labellisation, la labellisation pour moi, ce n'est pas la chose qu'on se colle sur la veste en se disant attention, non, c'est un devoir, c'est derrière, c'est quelque chose qui vous engage à être vous-même, bien sûr, puisque vous avez fait la démarche personnelle, mais être aussi un ambassadeur de ce que peut être, parce que la nature ne nous appartient pas. On a tout intérêt, nous, à partager ces expériences. Quand j'ai fait l'hôtel-restaurant, il y a maintenant 15 ans, HQE, ça, des HQE, c'est des normes importantes. On est passé en écolabel européen. Ça a été l'outil qui m'a permis, non seulement qui m'a engagé à aller voir ailleurs comment ça se passait, dans certains pays, comment ils s'y prenaient par rapport à l'énergie, par rapport à l'organisation, etc., par rapport à l'humain aussi, parce que c'est pas que du... C'est pas que de la technique. L'humain aussi, et ça m'a beaucoup appris. Donc, moi, pareil, comme la transmission, quand vous baignez dans cette atmosphère où vous jetez le moins possible, où vous travaillez sur le gaspillage, sur l'énergie, vous avez envie d'en parler aux collègues. Vous avez envie que ce message passe un peu partout. Par rapport à ces notions de durable, de local, est-ce qu'on ne peut pas se dire, il y a un philosophe français qui dit ça en ce moment, le confinement c'est une chance. Parce que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet d'engager de nouvelles dimensions. Alors oui, il y a la dureté économique du confinement, mais le fait de se poser des questions, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une direction qu'il faut vraiment avoir en tête? Quelle restauration va-t-on faire dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce qu'elle sera exactement la même que celle que l'on a fait avant la crise de la Covid? C'est l'histoire en même temps. On l'a vu. On voit, si on lit un peu l'histoire, on s'aperçoit qu'après des guerres, après des conflits, après des cataclysmes, on voit des nations se relever d'une façon incroyable et repartir, je dirais, avec d'autres idées nouvelles, repartir de zéro quelquefois, parce que pas le choix. Là, on a vécu un premier confinement qui nous a amené à poser peut-être des questions, on va en vivre un deuxième. Alors j'enlève l'aspect économique qui forcément sera désastreux, suivant même violent par rapport à... Il y en a qui vont fermer. Nous, je ne sais pas demain, mais tu as raison, c'est important, c'est quand on se repose peut-être des questions, parce qu'on a ce regard un peu automatiquement, cette violence peut-être, mais nous fait prendre du recul. Des moments où vous avez déjà d'autres choses dans la tête, parce qu'il y a l'activité journalière de vos maisons, ça stoppe. Donc forcément. Alors pour en revenir là, tu vois par exemple, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais prise s'il n'y avait pas eu le confinement. Laquelle? Sur une boutade, j'ai repris la boutade de ma belle-fille en disant tiens, à Saint-Bonnet, vous n'êtes pas capable de faire manger les petits de l'école. Je dis bon sang, mais finalement, pourquoi pas?
Et à partir de là, il y a la chance. Moi, je vois comme une chaîne, finalement. Je rencontre les maîtresses, je rencontre les familles, je sens de l'adhésion, je sens que je ne suis pas en train de pousser quelque chose où je voudrais vraiment mettre en place quelque chose. Non, je sens qu'il y a un petit peu des regards qui brillent un peu. On y va. Mais tu ne peux pas croire ce que je vis en ce moment avec ces enfants. Parce que ça passe au-delà de ce que je pensais. Ouais. Ce n'est pas spécialement de faire des repas équilibrés, goûteux pour qu'ils le goûtent, etc. Mais moi, je vois ce qui se passe. Est-ce que c'est pas un bon conseil, ça, est-ce que c'est pas un bon conseil à des restaurateurs qui sont installés dans des petites communes, dans des petites structures, en disant intéressez-vous, parce que ça peut être en autogéré par la mairie, à cette restauration collective des écoles primaires, soit pour faire le repas, soit pour conseiller, soit pour accompagner les cuisiniers, parfois embauchés par la municipalité, pour les accompagner, pour justement aller de l'avant dans toutes ces notions nouvelles de la restauration. Je te répondrai après. Je finis d'abord. Ce que je vis en ce moment, c'est, je me dis, il n'y a pas que le repas. Je vais à l'école une fois par semaine pour présenter un produit. Moi-même, je découvre des choses par rapport au produit. Dernièrement, j'ai expliqué la tomate. La tomate, il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai vu les yeux, mais je n'en revenais pas, des enfants à écouter. J'étais plus cuisinier. J'étais pas historien, je ne me prends pas pour un historien, mais j'étais un conteur. Ça me faisait le même effet quand je lisais les contes, les récits à mes enfants et à mes petits-enfants maintenant, que tu regardes, tu leur parles d'une histoire. C'était exactement la même chose. Mais ça ne reste pas là. Ça fait que derrière, quand on y mange, j'ai vu l'évolution des enfants qui ne mangeaient pas tel ou tel produit. Et ça, c'était intéressant. Alors, pour en revenir à ce que tu étais en train de me dire, pourquoi ça, forcément, tu donnes des exemples, chacun le fera à sa façon. Mais je pense que ce qui se passe, il y a quelque chose d'extrêmement important, à mon avis, dans notre société. Tu le vois d'ailleurs avec beaucoup de chefs de restaurants qui ont fait des repas pour les soignants, etc. On pourrait dire, tiens, ça fait bien. Non, 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 non. Il y a un fond là derrière. Il y a un fond parce que c'est la base même de notre métier, de nourrir les gens. Et nourrir, c'est partager. Nourrir, ça peut être le petit enfant, ça peut être votre famille, ça peut être vos clients, mais ça peut être aussi ces personnes âgées en fin de vie. Ça, j'ai vécu aussi ça. Et c'est extrêmement important. Ça donne encore plus de sens à ce métier. Et je pense qu'il faut aller là-dedans. On le vit actuellement avec les élections américaines. Tu vois, on attend là. On espère que les démocrates vont passer. Je ne fais pas de la politique là. Mais c'est extrêmement important. C'est vers quoi on vit. Vers le profit, c'est ça. C'est ça le profit avant tout. Passer outre plein de choses, de valeurs, etc. Ou alors on revient vers une société qui est beaucoup plus partageuse, beaucoup plus respectueuse. Et ça, on entre complètement dans cet état d'esprit, à mon avis. On prend une direction, mais qui est liée. Les restaurateurs du centre Val-de-Loire sont aujourd'hui engagés dans une démarche collective, de réseau. Ils essayent d'être tous en groupe, d'être face à cette proposition qui est le restaurant, qui est cette alimentation particulière. Est-ce que c'est une solution qu'il faut travailler ? De toute façon, tout ce qui est collectif, on est gagnant. Moi, je vous donnerai un exemple qui est du collectif, mais d'une façon un peu différente. Il y a presque 40 ans, en Haute-Loire, chez nous, il se crée, grâce à Jacques Barrault, l'École nationale de la pâtisserie. Nous, à la rigueur, à côté, hein. Ouais, nous, à la rigueur, les cuisiniers ont été plus ou moins intéressés, plus les pâtissiers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je m'occupais de mon syndicat départemental, où j'avais les adhérents, on avait les réunions, c'était toujours les mêmes choses, les prix, combien il faut vendre la limonade, les machins, se défendre, le paracommercialisme. On ne trouve plus de personnel, tu vois, on avait les mêmes problématiques que maintenant. Or, avec l'École nationale de la pâtisserie, c'est fait qu'on a ensemble travaillé ensemble, je dirais s'amuser ensemble, sur des stages. Et on s'est vu autrement qu'autour d'une table à refaire le monde à chaque fois. Et il s'est passé que ça a créé une énergie formidable dans ce département. Donc toutes les expériences où on se réunit, où on partage, où on fait. Bien sûr. Et l'exemple de Saint-Bonnet, c'est ça. C'est finalement, on a eu cette chance aussi, parce que des fois, il faut un peu de chance, de pouvoir être ensemble, de travailler collectivement ensemble sur l'économie de ce village. Et c'est ce qui en fait la force. C'est ce qui fait que chaque année, il y a presque 1 ou 2 commerçants qui s'installent dans ce village.
parce qu'il se passe quelque chose. Alors, moi, le conseil, ils n'ont pas besoin de conseil, ils sont assez grands, mes collègues de Loire-Atlantique, mais en même temps, se regrouper, c'est une solution. On a besoin d'être ensemble. Alors justement, pour rentrer dans une dynamique touristique sur un territoire, là on est sur le centre Val-de-Loire, comment la restauration, peu importe son style de cuisine, peut rentrer dans une dynamique de promotion d'un territoire? Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Alors, je ne sais pas s'il y a un conseil à donner, mais c'est une force, avant tout. De se regrouper, c'est une force. Parce que je dirais que, sans parler du tourisme, les gens, ils le sentent quand il y a cette certaine solidarité. Donc ça crée un état d'esprit qui est extrêmement important. Et moi, pour savoir que dans cette partie Val-de-Loire, etc., moi, je le vois par rapport aux skills, hein, c'est des skills, les Euroskills, qui sont en fait des compétitions pour les jeunes. On sent que dans cette partie de la France, il y a une énergie incroyable, comme dans le Nord aussi. Tu vois, il y a aussi de l'Aquitaine. Donc il y a des métiers qui ont envie de se mettre en valeur. Et le fait d'être ensemble, ça crée, comme je disais tout à l'heure, de l'énergie, mais ça permet de créer des concepts aussi. Parce que le tourisme change, forcément. Il va changer un peu, forcément. À mon avis, je ne peux pas trop me tromper, mais on sera moins avide d'aller au autre bout du monde systématiquement pour aller en vacances. Jusqu'à présent, avant le confinement, c'était on va au bout du monde. Et je pense qu'il y aura un petit changement. On ira en vacances, mais on pourra aller à côté de chez soi. On pourra aller en vacances, mais aller visiter notre France, qu'on connaît peu. Et là, il y a, je dirais, quelque chose à jouer. Parce qu'au niveau politique, ils ne l'avaient pas pris en considération. Quand vous parlez avec les offices de tourisme, des comités départementaux de tourisme, des comités régionaux de tourisme, on pense qu'au logement, hôtel, restaurant. On ne pense pas à ce qui fait le maillon important. Qu'est-ce que veut un touriste? Il veut visiter des sites. Ils sont là. Il faut peut-être les aménager, les musées, etc. Les logements, ils sont là. On peut en améliorer, on peut en amener. Mais ce qui est le plus important, c'est le repas. Et le repas, en quoi il est intéressant le repas? Quand il a un rapport qualité-prix intéressant, mais quand vous allez dans une auberge, dans un restaurant, et puis vous vous trouvez dans le pays, vous dites, tiens, j'ai goûté tel plat. Et là, c'est l'avenir. Et moi, je dis à mes collègues, ils le savent mieux que moi, c'est l'avenir de notre gastronomie, d'accueillir des clients dans lesquels on va pouvoir servir des repas à différents niveaux de prestations, mais on vivra un petit peu le village. Peu importe la prestation, pourvu qu'on vive. Bien sûr, et on sait que ce pourcentage de Français qui s'intéressent à l'alimentation, mais surtout à, comment dirais-je, à la traçabilité. À l'identité. On dit c'est le chiffre, mais on peut s'y tenir, de plus de 80% de la clientèle française s'intéresse à l'origine des produits. C'est-à-dire qu'avant, on disait, c'est bon, comment vous l'avez fait, etc. Maintenant, c'est bon. Et d'où il vient? D'où vient ce produit? Donc il y a toute une histoire à raconter. Et là, c'est une marge extrêmement importante sur laquelle il faut qu'on travaille. La cuisine, bien sûr, s'aider, aller sourcer, faire la cuisine le mieux possible suivant son niveau. Mais il y a un métier qu'on oublie forcément beaucoup trop souvent, c'est l'accueil et surtout les métiers du service. Les métiers du service ont tout intérêt à se réinventer. Ils le font. Alors, je ne suis pas en train de dire, on est en train de démarrer quelque chose. Ils le font. Parce qu'un serveur de demain, ce ne sera pas que celui qui saura bien servir. Ce sera celui qui saura bien mettre en valeur la cuisine du chef. Un peu un passeur, en fait, quelqu'un qui accompagne. C'est-à-dire, on sert tel produit, mais ce produit, il vient, c'est telle personne là-haut. Comme l'ont fait à un moment, ils le font toujours, les sommeliers, par exemple. Et ça donne du sens. Et là, moi, je crois beaucoup à ça. Peu importe le type de restaurant dont on parle, si je comprends bien, en fait, Régis, le tourisme, c'est plutôt donner à goûter notre paysage dans sa réalité quotidienne. Plutôt que de faire quelque chose de particulier pour le touriste, c'est juste l'accompagner à découvrir ce que l'on est sincèrement et de manière authentique. Tout à fait. C'est ça un peu le message? Tout à fait. Mais on le ressent dans la clientèle. Ils veulent vivre une expérience. Et ça à tous les niveaux. Il y a la gastronomie, il y a tout l'espace, etc., qu'il faut contribuer. Toute dernière question. En France,
on constate qu'il y a encore toute une restauration indépendante, des petites maisons, des restaurateurs, des chefs, mais on voit aussi une importance très importante de chaînes qui développent des mécaniques économiques de restauration. Pourquoi cette restauration indépendante, qui teste des choses, qui connaît son territoire, est essentielle à la fois dans l'activité de cette profession et à la fois dans le développement du tourisme? Comment je pourrais définir ça à ma manière, hein? Je trouve que c'est scandaleux. C'est pas scandaleux que ces chaînes, chacun écoute ses business. C'est scandaleux comment on s'est comporté, nous, moi-même, tout le monde, par rapport à la vision qu'on pourrait se faire de notre métier, qui est un métier, il y a un côté humaniste. Je ne vais peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais simplement pour, Éric, pour te dire qu'on a loupé le coche. Les fautifs, on en est tous un peu des fautifs. On a loupé le coche parce qu'on regarde dans les chiffres. Tu as plus de 50%, voire même plus maintenant, de restaurants en France où on ne mange plus du maison. C'est des recettes en partie faites, etc. Pourquoi? Parce qu'on a laissé filer le fil conducteur de ce qu'est la passion de notre métier. Je te donne un exemple. J'ai 14 ans, j'ai 15 ans. J'ai envie de faire la cuisine. Ça me passionne, je l'ai vu à la télé, je fais de la pâtisserie avec maman. Tiens, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je vais dans les écoles. Et petit à petit, je vais me faire happer par certaines jeunes aussi, qui vont arriver avec leur petit valise. Tiens, vous venez chez nous, en 2 ou 3 ans, vous serez directeur, etc. Tout doucement, votre passion d'apprendre la cuisine va devenir votre passion d'être plutôt manager, etc. Ce qui est très bien, il en faut. Hein. Mais vous ne devenez plus cuisinier, vous devenez un réchauffeur. Parce que la plupart de ces chaînes l'ont bien compris, et on ne peut pas les accuser de ça, qu'à un moment, pour rentabiliser, pour être tous pareils, il fallait avoir des centres qui fabriquent et ont fait réchauffer. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu l'essence même de jeunes qui veulent apprendre la cuisine et qui, à la sortie, ne sont plus cuisiniers. Donc, on a de moins en moins de cuisiniers qui viennent trouver un chef. Maintenant, c'est extrêmement difficile. Après, on peut intervenir sur la notion de salaire, peut-être, de conditions de travail, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Mais je reste optimiste, et tu le sais. Nous, on pourra, en tant que 3 étoiles, 2 étoiles, etc., moi, j'aime pas trop ça, mais parler, ce qui est bien, s'accrocher. Mais, à mon avis, ceux qui sont les meilleurs ambassadeurs en ce moment de ce que pourrait être le meilleur avenir, à mon avis, c'est ces chefs qui s'installent avec leur épouse, en associé, etc., qui font presque un menu très, très simple, où chacun à sa façon, mais le matin, on va au marché. Et ils se font plaisir avec ça. D'abord, ils font leur menu qui varie souvent. Ils ne restent pas dans un système comme nous, des fois, en 3 étoiles. On a des recettes très marquées, machin. Il faut absolument que ce soit parfait, etc. Ils se font plaisir parce qu'ils arrivent à varier. Parce que le matin, ils ont vu le regard d'un producteur. Ils ont vu le regard de personnes qui leur donnent envie de dire « Ah, aujourd'hui, tiens, je vais faire telle ou telle chose ». Ça vibre dans leurs yeux, même si ce n'est pas facile. Attention. Hein. Et ceux-là, ils sont pleins. On le voit surtout en ville, ce phénomène-là. Ils sont toujours complets, parce que les gens ne s'y trompent pas. Ils mangent à des prix raisonnables, une cuisine fait maison et souvent bien réussie, et qui a du sens en plus. Et on mange différemment tous les jours. Moi, c'est eux. Et c'est un peu un appel à eux que je fais. C'est eux qui vont sauver, alors je ne sais pas si le terme est bien, sauver un peu la gastronomie française. C'est important. Qui vont la faire vivre, tout simplement. Tout à fait, faire vivre. Parce que là, je te parle de la ville que je connais peu. Mais tu sais, c'est scandaleux ce qui se passe dans nos campagnes. Et les gilets jaunes, ils sont pour quelque chose. Ils ne sont pas pour quelque chose. C'est le résultat de ce qui s'est passé. Tu te mets à la place des personnes qui ont 80, 70, 90 ans dans un village comme le nôtre. S'il n'y a plus de commerce, comment ils font? Ils ont eu l'habitude, tout le temps, d'aller boire le blanc le matin, d'aller acheter le journal, d'aller faire leurs provisions, et d'un seul coup, tout disparaît. Ils deviennent dépendants du taxi qu'il faut les amener pour aller faire les courses. Ils deviennent dépendants du fils ou de la fille qui va venir les chercher pour faire les courses. Toute la vie sociale de ces villages se perd. Et ça, c'est terrible. Donc, on a besoin
de travailler là-dessus, pour réinstaller justement. Mais réinstaller qui s'il n'y a plus de professionnels? C'est ça le problème. Donc il est important au niveau de la formation, et nous on y travaille, hein, il y a un gros travail à faire. Moi, à mon avis, le confinement, il faudrait aider à ça. Dire, regardons la situation, regardons où nous en sommes arrivés. Hein, pourquoi on ne pourrait pas basculer un peu tout ça en disant, tiens, faire revenir certains jeunes professionnels à la campagne. À Saint-Bonnet, il y a une charcuterie qui va ouvrir? Mais c'est extraordinaire. On a perdu, il y a 5 ans, notre boucher. Moi, je mais pour nous, pas. C'était terrible. Pour nous, ça a été difficile. J'ai essayé de voir si ça peut reprendre, ça n'a pas fait, etc. Et là, il y en a un qui revient. On a aussi une fromagerie qui se réinstalle. Tu ne peux pas croire les bouffées d'oxygène que c'est. Mais tu vois, pour résumer ce que je suis en train de te dire, ça repasse par donner du sens à nos métiers. Et ça, moi, je crois beaucoup à ces jeunes qui s'installent, hein, qui nous donnent de belles leçons en plus, hein, tu sais. Donner du sens, on retiendra à ça de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien pour les 5e rencontres régionales de restauration. Régis, dernière question. Il y a un super soleil là, à Saint-Bonnet-le-Froid cet après-midi. Vous allez aux champignons ou pas? Oui, parce que, tu vois, ça, c'est extraordinaire le confinement, parce que j'ai perdu des choses dans ce métier, le temps, la notion de temps. Ne serait-ce que d'appeler les collègues pour prendre de leurs nouvelles, chose que je vais essayer de faire. Ne serait-ce que d'aller au charbonnier, qui est un champignon spécifique de chez nous, où il faut de la patience. Parce que ce n'est pas un champignon qui se trouve comme les cèpes. Il faut aller à ta 4 pattes, prendre le temps, marcher. Et voilà, le confinement m'y aide. J'y suis allé hier pour une simple promenade. C'est rare que ça m'arrive. Une simple promenade avec ma femme. Et Eureka, on est tombé sur des coins de charbonnier, il faut les tirer sous la mousse. Ouais, je sais même qu'il y en a 3. Tu ne peux pas savoir le bonheur. 3 ou 4 kilos quand même, Régis. Oui, mais sans parler de la quantité, on s'en fout. Mais le bonheur que j'ai pris, parce que ça fait un moment que je n'avais pas ramassé de charbonnier. Merci. Merci à toi.